Voici le guide complet du chronographe. C'est une des complications les plus connues en horlogerie et que vous soyez amateur ou passionné, je suis sûr que pourtant certains aspects du chronographe ont dû vous échapper. Alors restez avec nous car aujourd'hui on vous parle du chronographe et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à savoir. Que ce soit sur son histoire, sur son cadran, sur ses poussoirs ou même sur son vocabulaire que vous utilisez à tort. Tout d'abord, le chronographe, d'où vient son nom? Le terme chronographe est dérivé du grec ancien avec chronos pour le temps et grapho pour écrire. Mais pourquoi ce nom alors que cette signification sert à observer un intervalle de temps entre deux événements? Eh bien pour comprendre, il faut remonter aux origines de cette complication. Si les premières trotteuses apparaissent sur les cadrans des montres de poche vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le besoin d'un dispositif permettant de l'immobiliser à volonté sera vite exprimé par la communauté scientifique de l'époque. Aussi, Jean Romilly fit en 1754 la description dans l'encyclopédie de Diderot d'une montre à seconde morte, c'est-à-dire dont l'arrêt et le démarrage de la trotteuse sont commandés par l'arrêt du mouvement. Mais peu satisfaisant, ce système sera alors remplacé en 1776 par celui de Jean-Moïse Pouzet, où la seconde morte sera cette fois indépendante. Cependant, ce système ne bénéficie d'aucune remise à zéro. Et cette fonction ne fera son apparition qu'au milieu du 19e siècle. C'est alors qu'intervient notre sauveur, Abraham Louis Breguet. Pour remédier à cette absence de remise à zéro et faciliter les calculs, il reprit les travaux d'un de ses élèves et mit au point en 1822 un dispositif doté d'une seule aiguille spéciale qui laisse derrière elle une traînée d'encre matérialisant ainsi le temps écoulé sur un cadran en émail. Cependant, le petit hic, c'est que Nicolas Rieussec avait breveté un mécanisme d'aiguille à encre et de cadran tournant en 1821. Donc là, vous allez me dire que Nicolas Rieussec, il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Bah en fait non, pas du tout. Parce que ça n'empêchera pas Louis-Clément Breguet de faire intervenir en 1850 l'Académie des sciences pour que la paternité en fait de cette invention revienne à son grand-père, à croire que si c'est le cadran qui tourne, ça ne compte pas. Nope. En tout cas, il y en a un que ça a bien dû amuser, et ben c'est Louis Moinet, car lui, il avait fini et achevé son compteur de tierces en 1816. Quoi qu'il en soit, le chronographe était né et le nom est resté, bien que les aiguilles à encre aient, elles, disparu, vous l'aurez deviné. Quant au terme de chronoscope, toujours de chronos, le temps, et cette fois scopéo, observé, quelques maisons horlogères ont bien tenté de l'utiliser pour essayer de se démarquer, comme je crois qu'il y a eu Geiger en 1946 ou Chrono Suisse, mais pas de quoi détrôner l'appellation initiale. Maintenant, une autre chose bien caractéristique des chronographes et dont on se doit de parler, ce sont les boutons poussoirs. Si de nos jours, la quasi-totalité des chronographes que l'on connaît se présente avec deux boutons poussoirs à 2 et à 4 heures, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, les premiers chronographes s'actionnaient, eux, avec un seul et unique bouton poussoir qui était au niveau de la couronne. Mais en fait, ce problème, c'est que c'était assez fragile. Imaginez un peu cette commande unique qui supportait pas moins de 5 fonctions. Le remontage, la remise à l'heure, le départ du chrono, l'arrêt du chrono et la remise à zéro du chronographe, bien sûr. Du coup, en 1915, Gaston Breitling, qui est le fils de Léo Breitling, le fondateur de la marque Breitling, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo que nous avions faite sur l'histoire des montres Breitling, le lien sera en description, eh bien il va se creuser un peu la tête et se dire que ce serait pas mal en fait de créer un poussoir indépendant à 2 heures pour contrôler les 3 fonctions du chronographe, c'est-à-dire le démarrage,
l'arrêt et sa remise à zéro. Par la même occasion, il mit fin aux erreurs qu'il pouvait y avoir de manipulation en faisant de la fonction de démarrage une action distincte de celle de la couronne de remontage. Le fameux monopoussoir était né. Mais il restait quand même un truc un petit peu pénible, un chouïa. C'était comment reprendre une mesure sans repasser obligatoirement par la remise à zéro. Mais bon, pour ça, pas de panique, je vous rassure tout de suite parce que on a la solution et c'est Breitling, encore une fois, qui l'apportera en 1923 en séparant la commande de remise à zéro de celle réservée pour les fonctions marche et arrêt. Mais attention parce que on n'a toujours pas les deux boutons poussoirs, hein. Ici, en fait, la remise à zéro sera renvoyée vers la couronne une nouvelle fois, comme c'était le cas, en fait, avant. Mais d'ailleurs, qui c'est qui a dit qu'on devait obligatoirement pousser un bouton poussoir? Eh ben, personne. Et c'est certainement la raison pour laquelle Bovet proposa au début des années 1930 une alternative originale, un chronographe à 4 temps où le redémarrage de la mesure s'effectue en tirant le poussoir situé à 2 heures. D'ailleurs, celle que vous voyez à l'écran est actuellement en révision à l'atelier du calibre et devrait bientôt arriver sur le site internet. Et oui les gars, j'en profite pour faire ma petite promo au passage. Toujours est-il qu'il aura fallu attendre 1934 et le brevet de Willy Breitling pour que la commande de remise à zéro s'isole définitivement de toute autre commande et trouve enfin sa place à 4 heures pour donner le visage au chronographe tel qu'on les connaît aujourd'hui. Ensuite, je ne peux pas parler de chronographe sans parler de compteur. Car oui, la trotteuse qui est limitée par 60 secondes a bien dû progressivement en fait comptabiliser les minutes puis comptabiliser les heures du chronographe. Et d'ailleurs, en parlant du nombre de cadrans sur un chronographe, il y a fort à parier que vous avez déjà croisé les termes de unicompax, compax ou encore tricompax sans pour autant vraiment comprendre leur signification. Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas les seuls, loin de là. J'avais d'ailleurs fait un petit coup de gueule un petit peu sur notre chaîne secondaire Montre ton calibre et à en croire vos retours, peu de monde était au courant. Donc en gros, pour clarifier tout ça, commençons par un rappel historique. En 1936, Universal Genève présente à la foire horlogère de Bâle, l'ancêtre de Baselworld, un chronographe nommé Compax, qui est en fait le premier chronographe à 300 compteurs, disposé en 3, 6 et 9. Un an après, Universal Genève sort un chronographe à 2 sous-compteurs, cette fois baptisé le Unicompax. Et enfin, en 1944, Universal Genève propose pour ses 50 ans à cette même foire de Bâle un chronographe, cette fois à 4 sous-compteurs, sous le nom de Tricompax. Voilà. Et c'est tout. C'est les trois termes qu'il y a à voir. À la limite, on peut parler de compure, mais on va y revenir plus tard. Mais ça s'arrête là, en fait. Hein? Quoi? Le bicompax? Le bicompax? Je connais pas. Bon, je suis désolé, mais pour clarifier un petit peu la chose, le terme bicompax n'existe pas vraiment. Ou plutôt, il a aucune valeur historique. La première apparition du terme bicompax est, selon moi, suite à une erreur de la marque Baltic en 2017 lors du lancement de leur premier chronographe. Sauf que le problème, c'est que pas mal d'autres maisons horlogères l'ont ensuite repris à leur tour et maintenant, il y a confusion générale. Vous le savez, ici, on est peut-être un petit peu trop relou et tatillon parfois, mais c'est aussi notre côté un peu nerd horloger qui parle. Bon, alors très bien, mais du coup, d'où est-ce que vient cette confusion, me direz-vous? Et en fait, le terme compax vient de la contraction du mot complication, auquel on a ajouté le suffixe latin ax, qui traduit lui un schéma augmentatif. Par exemple, je suis furieux, ou alors je suis furax. Vous voyez quand même que dans le second cas, je suis encore plus furieux que dans le premier. Compax signifie donc plusieurs complications. Et en fait, la méprise consiste à croire que le nom sont en référence au nombre de sous-cadrans. D'ailleurs, le chronographe de Baltic à 3 sous-cadrans sorti quelques années plus tard s'appelle
tricompax. Mais si la petite seconde est bien située dans un sous-compteur, elle n'est pas pour autant considérée comme une complication. Pour résumer, compax égale 3 sous-compteurs, 2 complications chrono et 1 petite seconde. Unicompax égale 2 sous-compteurs, 1 complication chrono et 1 petite seconde. Et tricompax égale 4 sous-compteurs, 2 complications chrono, 1 complication phase de lune et 1 petite seconde. Maintenant que l'on a mis de côté cet abus de langage sur les nouveaux bicompax et tricompax, si je vous disais que le terme reverse panda était lui aussi utilisé à tort et lui aussi inventé il y a peu. Je vais donc vous donner un autre terme que vous pourrez sortir à votre AD préféré pour qu'il comprenne à qui est-ce qu'il a affaire et qu'il arrête de vous rendre furax à vous parler de cette foutue liste imaginaire. Certes, reverse panda c'est quand même moins grave parce qu'on ne prend pas un terme qui existe déjà pour déterminer un autre objet. Oh, un avion! Bon, sans rancune Baltique, on en a déjà parlé ensemble et pour me faire pardonner, regardez, j'ai mis ma Aquascaf GMT qui n'est d'ailleurs pas du tout un chronographe. Bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos pandas. Tout d'abord, le cadran panda, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, car je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà ici, il a été en fait inventé dans les années 1960 par les collectionneurs eux-mêmes et il décrit un cadran de chronographe blanc au sous-cadran noir. Et à l'inverse, un cadran noir accompagné de sous-cadran blanc est appelé, lui, reverse panda. Oui, mais voilà. Pourquoi est-ce que l'on doit parler d'une chose en utilisant son contraire? Est-ce que l'on dit reverse jour pour parler de la nuit ou alors reverse droitier pour parler d'un gaucher? Et c'est d'autant plus étrange que les chronographes noirs au sous-cadran blanc étaient en fait là les premiers. C'est Universal Genève, encore eux, qui commercialisent vers 1941 quelques chronographes compures, vous voyez, on y vient, qui sont en fait les ancêtres de la dynastie Compax et ces compures pouvaient avoir des cadrans contrastés avec un cadran noir accompagné de sous-cadrans blancs. En 1957, Breitling leur emboîte le pas avec le chronographe Super Ocean, référence 807. S'ensuit ensuite la Navitimer et la Copilot Avi-Eye vers 1961, imité ensuite par Heuer avec l'Otavia en 62. Et le premier chronographe blanc doté de sous-cadran noir est lui apparu en 1963 et c'était le fameux Rolex Cosmograph Daytona, la référence 6239. Et il sera ensuite suivi par les Top Time de chez Breitling en 1966, mais aussi les Heuer Carrera en 1968. Vous l'aurez compris, ça ne fait donc pas vraiment de sens en fait de définir un cadran par l'inverse de celui qui est apparu après. Voilà d'ailleurs pourquoi les collectionneurs avertis préfèrent dans ce cas parler de cadran pingouin. Donc maintenant, j'espère que tous ensemble, nous allons pouvoir remettre le terme pingouin à la mode. Parce que c'est notre projet! Oui, bon bah calme-toi toi aussi un peu là. Vive la République! Vive la France! Maintenant, je me dois de vous poser une question. Que serait un guide sur le chronographe sans évoquer l'histoire au passage à l'automatique? Car oui, la naissance du premier chronographe à remontage automatique a donné lieu à une rivalité sans précédent entre plusieurs manufactures. Tout d'abord, on a Zenith qui amorce le pas en 1962 avec pour objectif de proposer cette innovation pour le centenaire de la marque et qui aura lieu en 1965. Mais malheureusement, une volonté en fait de faire battre ce calibre à 36 000 alternances par heure va venir compliquer fortement les choses et donc les ralentir tellement que les plans finaux ne voient le jour que durant l'année 1967. En parallèle, nous avons Hamilton Buren, Dubois-Desprats et Heuer qui vont unir en fait leurs forces pour lancer sous un nom de code très secret le projet 99. Breitling rejoindra aussi le projet et apportera lui le financement nécessaire à sa réussite. C'est ce qui donnera d'ailleurs naissance au calibre 11 qui sera ainsi déposé en septembre 1967. Mais alors que tout le monde se précipite pour être le premier, une marque japonaise, elle, se focalise tellement sur la mise au point de son mouvement à quartz qu'elle n'a même pas conscience d'être dans la course et réalise le lancement de son calibre chronographe automatique
sans aucune annonce particulière. Bilan des courses. Le consortium Heuer, Breitling, Dubois-Desprats et Buren-Hamilton annonce le lancement du calibre 11 le 3 mars 1969 et le commercialise durant l'été de la même année. De son côté, Zenith présente son El Primero 2 mois plus tôt, le 10 janvier 1969, mais ne le commercialise qu'à partir d'octobre 69. Et on a Seiko qui est là, pépère, tranquille, qui n'a pas vraiment fait d'annonce particulière, mais qui a commencé à commercialiser ses premiers chronographes automatiques, les références 61-39, vers mai 1969. L'histoire est vraiment très sympa. J'avais d'ailleurs écrit un article sur le site lecalibre.com. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller le voir. Et d'ailleurs, ça pourrait être pas mal que je vous l'adapte à l'occasion en vidéo. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bref, revenons-en à nos pandas, ou plutôt à nos moutons. Et donc pour moi en fait, il faudrait prendre la date de commercialisation, parce que juste la date d'annonce, ça fait pas vraiment de sens. Et sur cette date, le grand gagnant est donc Seiko. À la seconde place du podium, on aurait donc le groupe Chronomatic avec Heuer, Breitling et toute la clique. Sauf que cette course a en réalité 22 ans de retard, parce que le premier mouvement de chronographe mécanique à remontage automatique a été inventé en 1947 par Albert Piguet, responsable du bureau technique chez Lemania. 10 exemplaires de ce calibre seront soumis à l'appréciation d'Omega en janvier 1948. Malheureusement, il sera écarté après une évaluation de plus d'1 an. La faute à la masse oscillante qui ne tournait pas en fait librement sur 360 degrés, mais seulement sur 310 degrés. Aussi, il y avait le choc de la masse oscillante contre les butées qui donne l'impression en fait que quelque chose s'est détraqué au cœur de la montre. C'est la raison en tout cas, ou plutôt les raisons qui feront qu'il ne sera jamais commercialisé. Donc est-ce que l'on garde Seiko et la date de commercialisation ? À vous de me dire. En tout cas, vous savez maintenant tout sur le chronographe et plutôt que de garder ça pour vous, soyez sympa, faites-en profiter un peu les copains, envoyez-leur la vidéo. Et d'ailleurs, si elle vous a plu ou que vous avez appris quelque chose, faites-le nous savoir dans les commentaires et mettez-nous un petit like. Quant à moi, je vous dis à tout de suite sur une des 2 vidéos qui s'affichent. Ciao les calibrés.